Mon mari et ma fille m'ont mise à l'écart pendant un mois, alors j'ai choisi de partir. 5 ans plus tard, il m'a appelé et m'a demandé d'assister au mariage de notre fille. J'y suis allé, sans savoir à quoi m'attendre. Quand il m'a vu, ses mains se sont mises à trembler et j'ai enfin compris la puissance de partir. « Papa, tu as entendu quelque chose ?» Comme un étrange bruit blanc. Je suis resté figé dans mon propre salon, les mains encore tendues vers la télécommande de la télévision, tandis que ma fille de 17 ans regardait droit à travers moi et demandait à son père s'il avait entendu un bruit. Elle ne me posait pas la question à moi, mais à mon sujet, comme si j'étais un appareil défectueux. Spencer n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Juste la maison qui travaille, ma chérie. La maison qui travaille. C'est ce que j'étais devenu après 20 ans de mariage. Pas Catherine, pas maman, pas même une nuisance digne d'être reconnue. Juste un bruit ambiant, un parasite de fond, le grincement de vieilles canalisations que plus personne ne remarque. Avant de continuer, je veux vous remercier d'être là et d'écouter des histoires sur la recherche de la force dans des situations impossibles. Si vous croyez que personne ne mérite d'être effacé de sa propre vie, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide ces histoires à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de les entendre. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. C'était le 28e jour de ce que j'avais commencé à appeler l'effacement. 28 jours consécutifs à être traité comme si je n'existais pas dans ma propre maison. 28 matins où mes salutations joyeuses étaient accueillies par un silence théâtral. 28 soirs où je rentrais à la maison pour les trouver déjà en train de manger des plats à emporter qu'ils n'avaient pas pris la peine de me garder. J'avais même commencé à me regarder dans les miroirs cette semaine-là, à toucher les murs pour confirmer que je pouvais encore interagir avec des objets physiques. Il y a 3 nuits, à 2 heures du matin, j'avais cherché sur Google « Peut-on être mort sans le savoir ?», ce qui vous dit tout sur mon état mental. La télécommande se trouvait sur la table basse entre eux, à seulement 45 cm de l'endroit où je me tenais. Lily l'a arrachée au moment où je l'ai saisie, la serrant contre sa poitrine comme si j'essayais de voler quelque chose de précieux. « On regarde quelque chose », dit-elle sans me regarder. J'ai juste besoin de 5 minutes, je me suis entendu dire, détestant la qualité suppliante qu'avait prise ma voix. Juste pour voir les nouvelles. 5 minutes. Les yeux de Lily restaient fixés sur l'écran de télévision où un couple d'une émission de télé-réalité avait une dispute scénarisée. On est au meilleur moment. Le meilleur moment. C'était toujours le meilleur moment. Chaque fois que je voulais utiliser la télévision que j'avais aidé à payer, dans la maison que j'avais aidé à entretenir, il y avait toujours un moment critique que j'interrompais. Je suis resté là un instant de plus, mes bras toujours stupidement tendus avant de les laisser retomber le long de mon corps. Spencer et Lily avaient déjà reporté leur attention sur l'écran, leur corps légèrement tourné loin de moi, créant un front uni, un mur que je ne pouvais pas pénétrer. Je suis retourné dans la cuisine, mes pas résonnant sur le parquet que j'avais récuré le week-end dernier. La vaisselle du petit déjeuner était encore dans l'évier. La vaisselle d'un petit déjeuner auquel je n'avais pas été invité parce qu'ils étaient sortis manger des pancakes. Sans le mentionner, sans me demander si je voulais venir. J'avais trouvé le reçu sur le comptoir en descendant à 8h30. 2 commandes de pancakes aux myrtilles, 2 jus d'orange, 2 cafés. L'heure indiquait 7h15. Ils étaient délibérément partis tôt pour m'éviter. Ce n'était pas nouveau. Le schéma s'était installé depuis des semaines, chaque incident assez petit pour être ignoré individuellement, mais formant ensemble quelque chose d'impossible à ignorer. Ça a commencé subtilement, des conversations qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. Des blagues privées auxquelles je n'étais pas incluse, des projets faits sans me consulter. Puis ça a escaladé. Les salutations matinales que j'offrais et qui restaient sans réponse. Spencer levant son journal à la seconde où je parlais, créant une barrière physique entre nous. Les yeux de Lily glissant sur moi comme si j'étais transparente, même quand je me tenais juste en face d'elle pour lui demander comment s'était passée sa journée. J'ai d'abord essayé de rationaliser. Spencer était stressé par le travail. Lily était une adolescente, et les adolescents sont naturellement égocentriques. Ils traversaient une période, une phase de complicité père-fille qui allait passer. Mais ce n'était pas de la complicité. C'était de l'exclusion. Une exclusion systématique et délibérée. J'ai ouvert le réfrigérateur, cherchant quelque chose à préparer pour le dîner, et je l'ai trouvé presque vide. Les provisions que j'avais achetées il y a 3 jours avaient disparu. À leur place, il y avait des contenants de plats à emporter et des aliments préparés que je n'avais pas achetés.
Ils avaient mangé sans moi, fait les courses sans moi, vécu sans moi. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un SMS de mon amie Janet. Toujours d'accord pour un café demain. J'ai fixé le message, essayant de me souvenir quand j'avais fait ces plans. Hier, la semaine dernière, le temps avait commencé à se brouiller, chaque jour identique au précédent. Se réveiller. Essayer d'être vu, échouer. Aller se coucher. Répéter. J'ai répondu, oui, 10 heures au Riverside Café. Sa réponse est arrivée immédiatement. Parfait. Hâte de te voir. Ça fait une éternité. Une éternité? Était-ce si long? J'ai parcouru notre historique de messages. 6 semaines depuis notre dernier café. 6 semaines depuis que j'avais quitté la maison pour autre chose que mes services à temps partiel à la bibliothèque de l'université. 6 semaines depuis que j'avais fait autre chose que d'essayer de faire en sorte que ma famille reconnaisse mon existence. Quand étais-je devenu cette personne? Cette femme désespérée et invisible, entend sa propre vie. J'ai fermé le réfrigérateur et j'ai remarqué quelque chose sur le comptoir que je n'avais pas vu auparavant. La mallette de Spencer, positionnée près de la porte arrière, prête pour le lendemain matin. Mais on était samedi. Spencer ne préparait jamais sa mallette le samedi pour le lundi. Il était méticuleux dans ses routines. La mallette était préparée le dimanche soir, jamais avant. Quelque chose de froid a picoté à la base de ma colonne vertébrale. Je me suis approché, me disant que j'étais juste curieuse, pas en train de fouiner. Le cuir était cher, bien entretenu, exactement comme Spencer lui-même. Professionnel, organisé, efficace. Un coin de papier dépassait de la poche latérale. En-tête juridique. Ma main a bougé avant que mon cerveau ne puisse l'arrêter, tirant le document. Pétition pour la dissolution du mariage, lisait-on en tête, en caractères officiels. Le papier tremblait dans mes mains. Ou peut-être que mes mains tremblaient. Je ne pouvais plus faire la différence. Mes yeux ont parcouru la page, attrapant des phrases qui réorganisaient toute ma réalité. Différends irréconciliables. Répartition équitable des biens. Modalité de garde. Modalité de garde pour Lily, qui avait 17 ans et n'avait pas besoin de modalité de garde, à moins que Spencer ne s'assure que j'aurai un accès minimal, même pour des visites le week-end. S'assurant que l'effacement serait légalement permanent. J'ai tourné à la page suivante. Répartition des biens. Notre maison, celle que nous avions achetée ensemble, décorée ensemble, où j'avais planté chaque fleur du jardin, listée comme bien matrimonial à conserver par le pétitionnaire Spencer. La maison irait à Spencer. Nos comptes bancaires joints, ceux que j'avais gérés pendant 20 ans, seraient divisés. Nos économies partagées en deux. Mon compte de retraite de la bibliothèque, catégorisé et calculé. Tout ce que nous avions construit ensemble, soigneusement détaillé et divisé comme si nous étions une société en cours de dissolution. Pas un mariage, pas une famille, pas 2 décennies de vie partagée. Je suis passé à la dernière page, la ligne de signature. Spencer avait déjà signé de son écriture précise et efficace que j'avais autrefois trouvée séduisante. Datée d'il y a 3 jours, jeudi, le jour même où j'avais suggéré un déjeuner au restaurant de sushi. Le jour même où il était passé devant moi comme si j'étais de l'air. Il avait déjà décidé, déjà signé les papiers, déjà mis fin à notre mariage. Le dernier mois, ce n'était pas eux qui traversaient une phase où gérait le stress. C'était eux qui attendaient que je craque, que je parte, rendant les conditions si insupportables que je ferais exactement ce que Spencer voulait sans qu'il ait à être le méchant. Un post-it était attaché à la ligne de signature. 3 mots de l'écriture de Spencer. Signé ici. Pas, je suis désolé que ça n'ait pas marché. Pas, nous devons parler. Pas même, je veux divorcer. Juste des instructions, comme si j'étais une employée licenciée, à qui on remettait des papiers en lui disant où signer. Je me tenais dans ma cuisine, la cuisine que j'avais nettoyée ce matin, dans la maison que j'avais entretenue, à côté de la famille à laquelle j'avais consacré 20 ans, et j'ai senti quelque chose de fondamental basculer dans ma poitrine. Pas se briser, se durcir. Je n'allais pas signer ces papiers. Pas ce soir. Pas comme ça. J'ai plié soigneusement le document et je l'ai glissé dans la mallette de Spencer, exactement là où je l'avais trouvé. Puis je suis monté dans notre chambre, j'ai sorti mon vieux sac de sport de l'université du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. 3 chemises confortables,
2 jeans, assez de sous-vêtements et de chaussettes pour une semaine, ma brosse à dents, mon ordinateur portable, la photo encadrée de Lily bébé que je gardais sur ma table de chevet, non pas parce que je l'emportais pour de bon, mais parce que j'avais besoin de me souvenir d'elle avant qu'elle n'apprenne à regarder à travers moi. J'ai laissé un mot sur mon oreiller. Court, simple, ne leur donnant rien. Parti réfléchir. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ok. Puis je suis descendu, passant devant le salon où Spencer et Lily regardaient toujours la télévision. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis passé. J'ai ouvert la porte d'entrée, suis sorti dans l'air frais de la nuit, et les refermé doucement derrière moi. Ils n'ont pas remarqué. Ils ne le remarqueraient pas avant des heures. Peut-être pas avant le matin. Peut-être pas avant d'avoir besoin de quelque chose de moi. D'ici là, je serais parti. Non pas parce qu'ils avaient gagné, mais parce que j'avais enfin compris. On ne peut pas forcer les gens à vous voir. On peut seulement choisir de cesser d'être invisible. J'ai conduit jusqu'à la gare et j'ai acheté un billet pour le Nord, pour ma ville natale, la maison de mes parents où j'avais grandi. Le prochain train partait à 3h30 du matin. J'avais 4 heures à attendre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé Spencer. Je n'ai pas envoyé de SMS à Lily. Je me suis assise sur un banc en métal dans la gare éclairée au néon et, pour la première fois en 30 jours, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Le train est entré en gare de Millbrook à 6h47, juste au moment où un faible lever de soleil perçait à travers des nuages gris. J'avais passé le trajet de 4 heures à regarder l'obscurité par la fenêtre, observant mon reflet dans la vitre. Une femme fantôme aux yeux creux avec un sac de sport, fuyant une vie qui avait déjà fini de la fuir. La maison de mon père se trouvait à 3 rues de la gare, la même maison coloniale à 2 étages où j'avais grandi, où les murs de ma chambre avaient probablement encore des trous de punaises laissés par des posters d'adolescentes. J'ai marché lentement, mon sac semblant plus lourd à chaque pas. Non pas à cause de son contenu, mais de ce qu'il représentait. 43 ans et de retour à la maison comme une étudiante qui a abandonné ses études. La lumière du porche était allumée. L'habitude de papa, il ne l'éteignait jamais avant le plein jour. Je suis resté devant la porte pendant une bonne minute avant de sonner, répétant des explications qui semblaient toutes aussi pathétiques les unes que les autres. Mon père a répondu dans son vieux peignoir en éponge, le bleu que maman menaçait de jeter depuis une décennie. Ses cheveux partaient dans des directions qui défiaient la physique, et il me regardait à travers des lunettes qu'il venait clairement de mettre sur son visage. Catherine. Sa voix était rauque de sommeil et de confusion. Qu'est-ce que tu fiches ici à cette heure, au nom de Dieu? J'ai levé mon sac de sport. C'était la seule réponse que je pouvais donner sans que ma voix ne se brise. Entre. Il s'est écarté, me faisant entrer dans le salon qui n'avait pas changé depuis 1995. Le même canapé à fleurs que maman avait retapissé 2 fois. Les mêmes photos de famille sur la cheminée. Le même espace sûr et immuable où la pire chose qui soit arrivée était une lampe cassée ou un mauvais bulletin scolaire. Harold. La voix de maman est venue d'en haut, alerte malgré leur matinale. Les directrices d'école à la retraite ne perdent jamais vraiment la capacité de se réveiller au premier signe de quelque chose qui ne va pas. Qui est à la porte à cette heure indue? C'est Catherine Eleanor. Elle est en visite. Pause. Une longue. Je pouvais presque entendre le cerveau de maman cataloguer les implications. Catherine, à l'improviste à l'aube, avec des bagages. Je descends tout de suite. Papa m'a guidé vers le canapé, a pris mon sac et l'a posé près des escaliers. Je vais faire du café, a-t-il dit, ce qui était sa réponse par défaut à toute crise. Crise cardiaque? Café. Accident de voiture? Café. Fille qui débarque en fuyant son mariage? Café. Je me suis assise sur ce canapé à fleurs et j'ai senti quelque chose en moi se déverrouiller enfin. Mes mains tremblaient, non pas de froid ou de peur, mais du simple fait que quelqu'un m'avait ouvert une porte. Quelqu'un avait prononcé mon nom et m'avait regardé droit dans les yeux en le disant. Il faisait semblant que je n'existais pas, ai-je dit quand papa est revenu de la cuisine, sans prendre la peine de faire un préambule. Spencer et Lily. Pendant un mois. Comme si j'étais un meuble. Comme si j'étais, ma voix s'est brisée, point la maison qui travaille. Le visage de papa a fait quelque chose que j'avais rarement vu. Il est passé par la confusion, puis la compréhension, puis une fureur silencieuse et dangereuse. Le genre de colère qui n'explose pas, mais qui brûle de manière constante et chaude.
Il avait été ingénieur civil pendant 40 ans, un homme qui résolvait les problèmes avec des mathématiques et de la logique. Mais à ce moment-là, il avait l'air de vouloir résoudre le problème Spencer avec ses poings. Depuis combien de temps, a-t-il demandé. 30 jours. J'ai compté. Il a hoché la tête lentement, en train de traiter l'information. Et tu es parti. J'ai trouvé des papiers de divorce. Il les avait déjà signés. Il les a juste laissés pour que je les trouve, avec un post-it me disant où signer. Ce fils de... Il s'est arrêté, jetant un coup d'œil vers les escaliers où les pas de maman approchaient. Ce n'est pas comme ça qu'on met fin à 20 ans. Apparemment, si. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue de son peignoir matelassé, ses cheveux gris en une tresse dans laquelle elle dormait depuis aussi longtemps que je me souvienne. Elle m'a regardé, puis a regardé papa, puis de nouveau moi, et je l'ai vu mettre en marche ses compétences d'évaluation de directrice à la retraite. Je vais préparer le petit déjeuner, a-t-elle dit. Catherine, tu as l'air à moitié morte de faim. Harold, mets la table. C'était maman. Gestion de crise par la routine et la nourriture. 20 minutes plus tard, j'étais assise à leur table de cuisine, la même table où j'avais fait mes devoirs, mangé des dîners en famille et annoncé que j'allais épouser Spencer il y a 20 ans. Maman a posé une assiette d'œufs brouillés, de toast, de fruits frais et de scones faits maison qu'elle devait avoir cuit la veille. Elle a versé du café, s'est assise en face de moi et a livré son évaluation avec la même honnêteté inébranlable qu'elle avait utilisée avec les élèves en difficulté pendant 4 décennies. Tu disparais depuis des années, n'est-ce pas? Pas seulement ce mois-ci. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour me défendre, mais elle a levé une main. Tes cartes de Noël étaient pleines d'histoires, Catherine. De petites anecdotes sur Lily. Des choses drôles que Spencer avait dites. Tes pensées sur les livres que tu avais lus. Ces dernières années, c'était des messages génériques de supermarché avec juste des signatures. Ta voix lors de nos appels téléphoniques semblait plate, mécanique. Tu as arrêté de mentionner tes propres besoins ou intérêts. Tout était toujours Spencer pense que Lily veut. Chaque observation atterrissait comme une petite pierre, construisant quelque chose que je ne pouvais ignorer. Tu t'es transformée en papier peint, ma chérie. La voix de maman s'est adoucie mais n'a pas perdu son tranchant. Et le papier peint finit par être repeint. La vérité m'a piqué plus que n'importe quelle accusation. Elle avait raison. J'avais lentement commencé à m'effacer moi-même pendant des années, me rendant plus petite, plus silencieuse et plus pratique, pensant que c'était ce que faisaient les bonnes épouses et les bonnes mères. Au moment où Spencer et Lily ont commencé à m'ignorer activement, j'avais déjà fait la plus grande partie du travail pour eux. Je ne veux pas que tu signes ces papiers de divorce, a poursuivi maman. Pas encore. Pas avant que tu ne saches ce que tu veux vraiment, pas ce que Spencer attend de toi. Et tu restes ici au moins 3 mois. Pas de décision précipitée prise sous le coup de la douleur. Maman, je ne peux pas rester ici 3 mois. J'ai un travail, Tu as un poste à temps partiel à la bibliothèque qui comprendra que tu prennes un congé personnel. Que as-tu d'autre, Catherine? Vraiment? J'ai regardé mes œufs, incapable de répondre. Qu'est-ce que j'avais? Une maison dont j'aurais de la chance de garder la moitié, une fille qui m'appelait un bruit blanc. Un mari qui préférait que je n'existe pas, 3 mois, a répété fermement maman. Promets-le-moi. D'accord, ai-je murmuré. 3 mois. Papa a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Pour la première fois depuis des mois, j'étais dans un endroit où les gens me voyaient vraiment, même si la scène venait avec des vérités inconfortables. Le soir suivant, j'aidais maman à organiser son abri de jardin quand une voiture s'est garée dans l'allée. Je n'ai pas reconnu la Honda argentée jusqu'à ce que mon jeune frère Marcus en sorte, portant des sacs de plats chinois à emporter. Maman t'a appelé, ai-je dit, sans prendre la peine d'en faire une question. Maman m'a appelé, a-t-il confirmé, s'approchant et me prenant dans ses bras qui sentaient la poussière de craie et la peinture acrylique. J'ai conduit 4 heures. De rien. Marcus avait 38 ans, enseignait les arts plastiques au lycée et avait divorcé il y a 3 ans. Nous nous sommes assis sur le porche arrière avec des boîtes de riz frits et de Hello Mine, la soirée de printemps se rafraîchissant autour de nous. Tu veux entendre parler de mon mariage, a demandé Marcus, piquant sa nourriture avec des baguettes. Pas particulièrement. Dommage. Tu as besoin d'entendre ça. Il a posé sa boîte et m'a regardé droit dans les yeux.
Mon ex-femme a passé 5 ans à me faire sentir que mon travail d'enseignant n'était pas un vrai travail, que je jouais avec des crayons de couleur pendant qu'elle avait une vraie carrière. Mes passe-temps étaient puérils. Mes amis étaient immatures. Mes intérêts étaient une perte de temps. J'ai continué à me réduire, à essayer d'être ce qu'elle voulait, à éviter les conflits. À la fin, il n'y avait plus rien à réduire. J'ai reconnu le schéma immédiatement. Tu sais ce que j'ai appris? A continué Marcus. La personne qui te fait te sentir invisible te montre exactement la valeur que tu as à ses yeux. Crois-la. Ne perds pas de temps à essayer de prouver ta valeur à quelqu'un qui a déjà décidé que tu n'en avais aucune. Donc, je devrais juste abandonner mon mariage? Je dis que peut-être tu ne fuis pas ton mariage. Peut-être que tu cours vers toi-même. Il a sorti un petit carnet, le genre qu'il utilisait pour dessiner, et a tracé une simple chronologie. Qui était Catherine avant de rencontrer Spencer? Qu'est-ce qu'elle aimait? Qu'est-ce qui la faisait rire? Quels étaient ses rêves? J'ai regardé la chronologie vide, réalisant que je ne me souvenais pas. Cette version de Catherine s'était si complètement dissoute que je ne pouvais même pas me rappeler ses contours. 3 mois, a dit Marcus. Maman m'a dit ses conditions. Utilise ce temps pour la retrouver. La Catherine d'avant. Voici elle est quelqu'un qui vaut la peine d'être. Après le départ de Marcus, je suis monté dans ma chambre d'enfant. Maman l'avait transformée en chambre d'amis, mais ma vieille étagère se tenait toujours dans le coin, remplie des romans que j'avais aimés à 16, 17, 18 ans. Des livres que j'avais lus avant Spencer, avant Lily, avant de devenir quelqu'un dont l'existence était négociable. Mon téléphone était sur la table de chevet, silencieux. Il était silencieux depuis 7 jours maintenant. Aucun appel de Spencer me demandant où j'étais. Aucun SMS de Lily vérifiant si j'allais bien. Rien. Une partie de moi s'attendait à de la colère, à des messages furieux exigeant que je rentre à la maison et que j'arrête de faire mon drame. Une partie de moi avait espéré de l'inquiétude, des appels soucieux me demandant si j'étais en sécurité. Au lieu de ça, le silence. Ils ne se souciaient vraiment pas de mon départ, ou pire, ils étaient soulagés. Je suis passé par des émotions plus vite que je ne pouvais les nommer. La rage face à leur indifférence. Le deuil de mon mariage raté. La honte de m'être laissé diminuer à ce point. La peur d'un avenir incertain où je ne savais pas qui j'étais censé être. Cette nuit-là, je me suis réveillé à 3 heures du matin, le cœur battant, convaincu d'avoir commis une erreur catastrophique. Je devrais y retourner. Je devrais m'excuser. Je devrais signer ces papiers et accepter les miettes de relation qu'ils me permettraient. Puis je me suis souvenu de Spencer passant devant moi comme si j'étais un meuble. Lily demandant s'il avait entendu un bruit blanc. Le réfrigérateur vide qu'ils avaient laissé ainsi délibérément. Chaque souvenir a durci quelque chose dans ma poitrine, transformant le deuil en résolution. À la fin de cette première semaine, quelque chose a changé. Je me suis réveillé le samedi matin à 9h30, l'heure la plus tardive à laquelle j'avais dormi depuis des années. Sans réveil, sans culpabilité, sans que personne n'ait besoin de quoi que ce soit de moi. J'ai préparé du café à mon propre rythme. Je me suis assise dans le jardin de maman avec un roman que j'avais l'intention de lire depuis des mois. Pendant 3 heures ininterrompues, j'ai lu, juste lu parce que j'en avais envie. C'était une si petite chose, mais c'était comme se souvenir de comment respirer. Ce simple acte, 3 heures de lecture ininterrompue, est devenu mon point d'ancrage. Chaque matin qui a suivi, je me réveillais sans réveil, je préparais du café à mon propre rythme et je m'asseyais dans le jardin de maman avec le livre que j'avais choisi. Personne n'avait besoin de moi. Personne n'attendait que j'accomplisse un travail invisible. Personne ne chronométrait le temps que je prenais pour moi. Cela aurait dû sembler égoïste. Au lieu de ça, c'était comme me souvenir que j'étais humaine. 3 semaines après mon arrivée, papa m'a demandé de mettre à jour mon CV sur son ordinateur. Juste au cas où tu voudrais chercher quelque chose à plein temps, a-t-il dit prudemment, sans insister, juste en offrant l'option. Je me suis assise à son bureau dans le bureau qui sentait encore son vieux tabac à pipe, même s'il avait arrêté de fumer il y a une décennie. L'ordinateur de bureau était ancien selon les normes modernes, mais il fonctionnait. J'ai ouvert un navigateur pour accéder à mon email pour des documents de référence. C'est là que je l'ai vu. Mon ancien compte email était toujours connecté depuis une visite précédente, il y a des mois. La boîte de réception montrait des messages non lus, la plupart des spams,
mais un objet de message a fait geler ma main sur la souris. Suivi de notre discussion sur les candidatures universitaires de Lily et les circonstances spéciales que vous avez mentionnées. L'expéditeur était Jennifer Carlson, la conseillère d'orientation de Lily. Circonstances spéciales. Quelles circonstances spéciales? Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Je le savais même alors que mon curseur se déplaçait vers l'email. C'était techniquement de l'espionnage, lire une correspondance qui ne m'était pas destinée. Mais l'expression « circonstances spéciales » concernant ma propre fille a outrepassé tous mes instincts de confidentialité. J'ai cliqué. L'email était une réponse dans un fil de discussion plus long. J'ai fait défiler jusqu'au début, mon rythme cardiaque s'accélérant à chaque message. Il y a 6 mois, Spencer avait pris contact avec Mademoiselle Carlson. Le premier email était anodin. Des questions sur le calendrier des candidatures universitaires de Lily, les opportunités de bourse, les préoccupations parentales standards. Mais le deuxième email a tout changé. Je voulais discuter de certaines circonstances familiales qui pourraient affecter les candidatures de Lily, avait écrit Spencer. Ma femme fait face à des défis personnels, des problèmes de santé mentale qui l'ont rendue de plus en plus peu fiable. J'essaie d'offrir une stabilité à Lily pendant sa dernière année de lycée, mais l'état de Catherine affecte le foyer. Problème de santé mentale, de plus en plus peu fiable. L'état de Catherine. Mes mains se sont mises à trembler. Le fil de discussion continuait. Spencer avait méthodiquement construit un récit sur des mois, chaque email ajoutant une nouvelle couche. Catherine luttait contre la dépression, avait des difficultés à maintenir des routines normales, devenait émotionnellement distante des responsabilités familiales. Il se positionnait comme le parent héroïque qui tenait tout ensemble, gérant à la fois sa carrière exigeante et les besoins de Lily pendant que sa femme s'effondrait. Les réponses de Mademoiselle Carlson étaient compatissantes, encourageantes. Elle louait le dévouement de Spencer. Elle suggérait des ressources pour les familles confrontées à la maladie mentale. Elle l'assurait que les candidatures universitaires de Lily pourraient mentionner les circonstances familiales difficiles pour expliquer toute incohérence dans son dossier scolaire. J'ai continué à faire défiler chaque message, me sentant de plus en plus malade. Il n'y avait pas de circonstances familiales difficiles. Il n'y avait pas de dépression nerveuse. Il y avait juste Spencer qui détruisait systématiquement ma réputation auprès des responsables de l'école, créant une trace écrite qui me dépeignait comme instable, peu fiable, abandonnant essentiellement mes devoirs parentaux. Et il avait commencé cela il y a 6 mois, 2 mois avant même que l'effacement ne commence. Ce n'était pas de la cruauté réactive. C'était prémédité. J'ai imprimé chaque email, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine charger le papier dans l'imprimante. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon départ. Je me suis connecté à notre compte bancaire joint. J'avais géré nos finances pendant 20 ans. Je connaissais chaque numéro de compte, chaque mot de passe, chaque paiement automatique. Je m'étais occupé de tout en travaillant à temps partiel à la bibliothèque, parvenant à faire en sorte que le salaire de cadre de Spencer et mon modeste revenu couvrent l'hypothèque, les factures, les dépenses de Lily, tout. L'écran de connexion est apparu. J'ai tapé le mot de passe, m'attendant à ce qu'il échoue. Spencer l'avait sûrement changé après mon départ, mais ça a marché. Il n'avait même pas pris la peine de me bloquer l'accès. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais déjà parti. Le résumé du compte s'est chargé et mon estomac s'est noué. Le solde était de 3 847 $. Il y a 3 mois, il était de 31 000 $. J'ai consulté l'historique des transactions, regardant nos économies s'évaporer dans une série de transferts. De petits montants au début, 1 200 $ vers un compte que je ne reconnaissais pas, puis 500 $, puis 1 000 $. Les transferts se sont intensifiés sur 8 mois, toujours vers le même compte externe, S. Whitmore Banque Personnelle. Spencer avait ouvert un compte séparé à son seul nom et avait systématiquement déplacé notre argent commun dessus. J'ai calculé rapidement. En 8 mois, il a transféré près de 28 000 $. Le photographe pour la fête d'anniversaire de Lily, 2 300 $, payé sur les fonds communs une semaine avant un transfert de 3 000 $ sur son compte personnel. Les dîners coûteux auxquels je n'étais jamais invité, tous payés avec notre argent commun, puis des montants équivalents déplacés sur son compte privé quelques jours plus tard. Il avait délibérément épuisé nos ressources partagées tout en se constituant son propre coussin financier, s'assurant que lorsque je partirais, je n'aurais presque rien. La chronologie était accablante. Les transferts d'argent ont commencé il y a 8 mois.
Les emails à la conseillère de Lily ont commencé il y a 6 mois. La campagne d'ignorance systématique a commencé il y a 4 mois. Les papiers de divorce sont apparus il y a 3 semaines. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas un mariage qui s'effondrait. C'était une démolition planifiée. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. Le nom de Patricia est apparu sur l'écran. Ma superviseure de la bibliothèque universitaire. Catherine. Sa voix était prudente, mal à l'aise. Je dois te dire quelque chose et j'espère vraiment que tu ne vas pas en vouloir au messager. Qu'est-ce qui ne va pas? Spencer a appelé la bibliothèque hier. Il a dit que tu traversais des difficultés personnelles et que tu avais besoin d'un congé prolongé pour des raisons de santé. Patricia a fait une pause. Il a laissé entendre, sans le dire directement, que tu faisais une sorte de dépression. Il a même suggéré que nous pourrions considérer ton poste comme instable pour la planification à long terme. La pièce a légèrement basculé. Il a fait quoi? J'ai trouvé ça étrange. Tu travailles ici depuis 12 ans, Catherine. Tu n'as jamais manqué une échéance, jamais appelé malade sans bonne raison, jamais donné le moindre signe d'instabilité. Alors, j'appelle pour vérifier. Est-ce que tu vas bien? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Je vais bien, Patricia. Je vais plus que bien. Ma voix était plus stable que je ne le sentais. Spencer et moi sommes séparés. Je reste chez mes parents le temps de régler les choses, mais je ne fais pas de dépression et j'ai bien l'intention de retourner au travail quand je serai prête. C'est ce que je pensais. Le ton de Patricia a changé, devenant plus direct. Catherine, j'ai déjà vu ça. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire. Son ex-mari a essayé de la détruire professionnellement avant leur divorce, montant un dossier pour prouver qu'elle n'était pas fiable afin de pouvoir demander la garde exclusive et une pension alimentaire réduite. Je voulais que tu saches ce que Spencer fait parce que cela ressemble à quelqu'un qui monte un dossier pour quelque chose. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder l'écran de l'ordinateur, les emails imprimés, les relevés bancaires étalés sur le bureau de papa. Les pièces s'emboîtaient pour former une image que je ne voulais pas voir, mais que je ne pouvais ignorer. Spencer avait planifié ma sortie depuis au moins 8 mois, peut-être plus. Il avait déplacé de l'argent, créé un récit sur mon instabilité, empoisonné ma relation avec Lily, contacté mon lieu de travail pour nuire à ma réputation professionnelle. Puis il avait créé des conditions si intolérables à la maison que je partirais, lui donnant la dernière pièce dont il avait besoin, la preuve de l'abandon. Si cela allait au tribunal, à quoi cela ressemblerait-il? Une mère qui avait quitté sa famille sans avertissement. Une mère sans argent parce qu'elle avait été trop instable pour remarquer que son mari vidait leur compte. Une mère dont la propre conseillère d'orientation de sa fille avait documenté ses problèmes de santé mentale et son manque de fiabilité. Une mère dont l'employeur avait été averti qu'elle pourrait être trop instable pour un emploi continu. Spencer gagnerait tout. La maison, la garde exclusive de Lily malgré ses presque 18 ans, une pension alimentaire minimale parce que j'étais employable mais que j'avais abandonné ma famille. Et je me retrouverais avec rien. Aucune crédibilité, pas d'argent, pas de relation avec ma fille, pas de réputation professionnelle. J'ai entendu la porte arrière s'ouvrir. Marcus était venu pour sa visite quotidienne. Un autre sac de plats à emporter à la main. Il m'a trouvé dans le bureau, entouré des preuves de la destruction systématique de ma vie par mon mari. Kat, ça va? Il a posé la nourriture et s'est approché, voyant mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout montré. Les emails, les transferts bancaires, l'appel de Patricia. J'ai vu l'expression de mon frère passer de l'inquiétude à la colère, puis à un calcul froid. Marcus avait toujours été l'artiste, le rêveur, celui qui enseignait aux adolescents la théorie des couleurs et la perspective. Mais à ce moment-là, son cerveau fonctionnait comme celui d'un ingénieur, organisant les informations en schéma. Il a sorti un carnet et a commencé à créer une chronologie, écrivant les dates et les événements de son écriture soignée d'enseignant. Il y a 8 mois, début des transferts d'argent, a-t-il écrit. Il y a 6 mois, début des emails à la conseillère d'orientation. Il y a 4 mois, début de la campagne d'ignorance systématique. Il y a 3 semaines, apparition des papiers de divorce. Il a tracé des lignes reliant les événements, puis m'a regardé. Ce n'est pas de la cruauté spontanée, Kat. C'est de la destruction calculée. Il planifie ça depuis des mois, peut-être plus.
Marcus a tapoté son stylo sur la chronologie. Il créait des conditions si intolérables que tu partirais. Ensuite, il aurait la preuve de l'abandon, plus un récit selon lequel tu es instable. Dans tout litige de garde ou financier, il gagnerait facilement. J'avais pensé que Spencer était cruel. J'avais pensé qu'il ne m'aimait plus et qu'il avait mal géré la situation. J'avais pensé que la campagne d'ignorance était due à son égoïsme ou à son immaturité émotionnelle. Mais c'était tout autre chose. C'était un homme qui démantelait toute la vie de sa femme avec une efficacité d'entreprise, s'assurant qu'elle partirait sans rien, sans crédibilité, sans argent, sans relation avec sa fille, sans réputation, montant un dossier brique par brique qui justifierait de tout prendre tout en donnant l'impression que je les avais abandonnés. « Qu'est-ce que je fais ?» ai-je demandé à Marcus, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de mon jeune frère artistique et doux. C'était le regard de quelqu'un qui avait traversé sa propre démolition et y avait survécu. Tu ne signes pas ces papiers. Tu documentes tout. Tu montes ton propre dossier. Et tu trouves un avocat spécialisé dans ce genre de cas, parce que Spencer vient de faire une erreur critique. Quelle erreur ? Il a supposé que tu ne le découvrirais jamais. Il a supposé que tu resterais brisé. Marcus a souri, mais ce n'était pas un sourire aimable. Il a oublié que les femmes invisibles voient tout. Les mots de Marcus sont restés en suspens entre nous. Il a oublié que les femmes invisibles voient tout. J'ai regardé les preuves étalées sur le bureau de papa. Des emails imprimés, des relevés bancaires, l'avertissement de Patricia griffonné sur un bout de papier. 8 mois de destruction systématique, documentée et indéniable. Je ne signe pas ces papiers, ai-je dit, la décision se cristallisant alors que je la prononçais à voix haute. Marcus a hoché la tête, sans surprise. Bien. Quoi d'autre ? Je ne réponds pas du tout à Spencer. Pas d'explication, pas de confrontation, rien. Le plan se formait à mesure que je l'articulais. Chaque pièce s'emboîtant avec une clarté surprenante. Il pense que je suis brisé. Il pense que je me suis enfui pour m'effondrer quelque part. Laissons-le continuer à le penser. Tu vas entrer dans la clandestinité, a dit Marcus, comprenant immédiatement. Guérir pendant qu'il se sent à l'aise. Exactement. J'ai commencé à rassembler les documents dans un dossier. Les gens à l'aise font des erreurs. J'ai besoin qu'il croie qu'il a déjà gagné. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une coopérative de crédit local, sans aucun lien avec notre ancienne banque. J'ai transféré le modeste solde de mon compte personnel. L'argent de mes chèques de paie de la bibliothèque auquel Spencer n'avait pas réussi à accéder. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Papa est apparu dans l'embrasure de la porte du bureau, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. Tu documentes tout. Tout, ai-je confirmé. Il s'est assis au bureau, tirant les relevés bancaires vers lui avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait passé 40 ans à faire parler les chiffres. Laisse-moi te montrer quelque chose. Pendant l'heure qui a suivi, mon père, comptable à la retraite, amateur de mots croisés, l'homme qui m'a appris à équilibrer un chéquier à 12 ans, m'a expliqué exactement combien Spencer avait pris et comment protéger le peu qui restait. Il a été malin, a admis papa à contre-cœur. De petits transferts, des délais irréguliers, rien qui ne déclencherait des alertes de fraude automatique. Mais il a fait une erreur critique. Laquelle ? Il a laissé un schéma. Les tribunaux n'aiment pas les schémas. Ils suggèrent une intention. Papa a créé une feuille de calcul organisant chaque transfert par date et montant. Nous aurons besoin de copies de tout. Relevés, email, documentation de ses contacts avec l'école et ton employeur. Construit une chronologie qui montre la préméditation. Maman nous a rejoints avec du thé grâce à son ancien réseau de directrices d'école. J'ai appelé Margaret Chin. Elle a pris sa retraite de Lincoln il y a 3 ans, mais elle y est restée 35 ans. Elle se souvient de toi quand tu faisais du bénévolat dans les classes de primaire de Lily. Maman a posé le thé avec une détermination tranquille. Elle écrit une lettre de recommandation. Tout comme Beth Garrison et Tom Fletcher. Tous des gens qui t'ont connu en tant que parent, en tant que bénévole, en tant que personne fiable et présente. J'ai regardé mes parents, tous deux dans la soixantaine, tous deux censés profiter de leur retraite. Tous deux utilisant maintenant leur expertise professionnelle pour aider leur fille à survivre à un prédateur en costume d'affaires. Merci, ai-je murmuré. Ne nous remercie pas,
a dit fermement maman. Tu es notre fille. Nous protégeons les nôtres. 6 semaines après mon arrivée avec rien d'autre qu'un sac de sport et une dignité brisée, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Spencer appelait parfois depuis des numéros masqués, laissant des messages vocaux que je supprimais sans les écouter, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Catherine Whitmore. La voix était professionnelle, féminine, chaleureuse. À l'appareil. Ici Dr Rebecca Walsh. Je suis la directrice du réseau de bibliothèques de Riverside. Patricia Brennan m'a donné vos coordonnées. Avez-vous quelques minutes? Je suis allé sur le porche arrière, loin de l'endroit où maman préparait le dîner. Bien sûr. Patricia a fait l'éloge de votre travail. 12 ans à la bibliothèque universitaire. Votre refonte du système de catalogage, vos programmes de sensibilisation. Je suis impressionné. Des papiers ont bruissé à son bout du fil. Nous avons un poste vacant pour un bibliothécaire de recherche principal. Un meilleur titre que votre poste actuel. Un meilleur salaire. Des avantages sociaux complets. Le poste est à vous si vous le voulez. J'ai serré le téléphone plus fort. Juste comme ça? Pas tout à fait. La voix de Rebecca a changé, devenant plus personnelle. Patricia m'a un peu parlé de votre situation. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a 5 ans. Un mari qui a essayé de détruire ma carrière pendant notre divorce. M'a fait passer pour instable et peu fiable. Je sais à quoi cela ressemble quand quelqu'un est saboté professionnellement. Je vois. Vous êtes trop doué dans votre travail pour le laisser vous prendre ça aussi, Catherine. C'est un nouveau départ dans une ville où son récit n'est pas parvenu, où vous pouvez vous reconstruire sans avoir à combattre sa version des événements à chaque tournant. Elle a fait une pause. Le poste commence dans 3 semaines. C'est assez de temps pour déménager? 3 semaines. Assez de temps pour trouver un appartement, emballer le peu que je possédais, laisser derrière moi la ville où j'avais été Madame Spencer Whitmore pendant 20 ans. Oui, ai-je dit. C'est largement assez de temps. Excellent. Je vous enverrai l'offre formelle par email. Bienvenue à Riverside, Catherine. Après avoir raccroché, je me suis assise sur les marches du porche, regardant le soleil se coucher sur le jardin de maman. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé ces papiers de divorce, j'ai ressenti autre chose que de la douleur, de la colère ou de la peur. J'ai ressenti de l'espoir. 2 mois après le début de mon silence stratégique, Lily a finalement appelé. Pas sur le fixe de mes parents, pas sur le portable de papa. Mon téléphone personnel, le numéro qu'elle avait toujours eu. J'ai regardé son nom sur l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Maman. Sa voix était différente de ce dont je me souvenais. Plus dure. Plus autoritaire. Où es-tu? Je suis en sécurité, Lily. Je vais bien. Papa dit que tu fais une sorte de dépression, que tu es parti sans. Je ne fais pas de dépression. J'ai gardé ma voix égale, calme. Je suis parti parce qu'on me traitait comme si je n'existais pas dans ma propre maison. Il y a une différence. Ce n'est pas maman. J'ai besoin que tu reviennes. Je dois soumettre mes candidatures universitaires et j'ai besoin de ta signature sur les formulaires d'aide financière. C'est important. Pas, tu me manques. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, je suis désolé de la façon dont nous t'avons traité. J'ai besoin de ta signature. Puis je l'ai entendu. La voix de Spencer en arrière-plan, étouffée mais distincte. Dis-lui qu'elle est égoïste. Dis-lui qu'elle ruine ton avenir. Ma fille n'appelait pas de son propre chef. Elle lisait un script? Quelque chose s'est durci dans ma poitrine, transformant les dernières parcelles de douceur en quelque chose de plus durable. Lily, ai-je dit doucement. Je ne fais pas de dépression. Je fais une percée. Quand tu seras prête à avoir une conversation honnête sur les raisons de mon départ, une où ton père ne te coache pas, rappelle-moi. Maman, attends. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais ma résolution était d'acier. Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte. Il était resté pour le dîner, avait manifestement tout entendu. Il a traversé la pièce et m'a serré l'épaule. C'était parfait, a-t-il dit. Ne les laisse pas te ramener dans cette dynamique. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien. Je sais. Sa voix était douce mais ferme.
Parce qu'on lui a dit que tu n'allais pas bien. On lui a servi un récit pendant des mois, Kat. Il lui faudra du temps pour le remettre en question. Si jamais elle le fait. Si jamais elle le fait, a convenu Marcus. Mais tu ne peux pas te sacrifier sur l'autel du peut-être. Tu lui as donné 20 ans. Maintenant, donne-toi une chance. 3 semaines plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement à Riverside Meadows. 2 pièces, une cuisine fonctionnelle, un salon avec des fenêtres qui laissaient entrer le soleil de l'après-midi. Les meubles étaient d'occasion mais propres. La vaisselle était dépareillée mais à moi. L'espace était petit mais entièrement à moi. Ma première nuit là-bas, je me suis assise sur mon canapé de brocante avec des plats chinois à emporter et j'ai réalisé quelque chose de profond. J'étais contente. Pas encore heureuse. Cela prendrait du temps. Mais contente d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années, peut-être des décennies. Personne ne savait où j'étais, sauf mes parents et Marcus. Personne ne pouvait passer devant moi comme si j'étais un meuble. Personne ne pouvait parler de moi comme si j'étais un appareil défectueux. J'ai trouvé un studio de yoga à 3 rues de là, j'ai rejoint un cours du soir où l'instructrice avait des cheveux gris et des rides du sourire et appelait tout le monde « mon cher ». J'ai découvert un club de lecture dans ma nouvelle bibliothèque qui se réunissait le jeudi soir. Je me suis lié d'amitié avec ma voisine Elena, une enseignante de collège qui se remettait de son propre divorce, qui m'a invité à des promenades matinales dans le quartier. Ma routine est devenue mon encre. Me réveiller sans réveil. Café à mon rythme. Un travail où les gens appréciaient mon expertise. Des soirées qui m'appartenaient entièrement. Des week-ends pour les marchés de producteurs, les sentiers de randonnée, les films documentaires au cinéma indépendant du centre-ville. J'ai appris que je préférais le vin rouge au blanc. Que je préférais les romans policiers aux romances. Que faire la grasse matinée le dimanche sans culpabilité était un luxe. De simples découvertes qui auraient dû se produire il y a des décennies. 3 mois sont devenus 6. 6 sont devenus 1 an. Les saisons ont changé et j'ai changé avec elles. Pas de manière spectaculaire, mais régulièrement, comme une plante qui reçoit enfin assez de lumière. Je ne survivais pas seulement à la démolition de Spencer. Je découvrais qui était Catherine avant de devenir Madame Whitmore, avant d'apprendre à se faire petite, silencieuse et pratique. Je trouvais la femme qui avait ri d'un café renversé lors d'une conférence, qui avait inventé des slogans marketing ridicules pour des produits impossibles, qui avait cru qu'elle méritait de prendre de la place dans le monde. Elle avait été là tout le temps, juste enterrée sous 20 ans de diminution systématique. Maintenant, elle émergeait, et elle était plus forte que Spencer ne l'avait jamais imaginé. Parce qu'il avait fait une erreur de calcul critique. Il avait supposé que m'effacer me ferait disparaître. Au lieu de ça, il m'avait libéré. La liberté, ai-je appris, n'était pas un seul moment de libération. C'était 5 ans de petits choix, chacun s'appuyant sur le précédent jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et reconnaissiez à peine la personne que vous aviez été. La première année a été la survie, apprendre à dormir seul sans solitude, à cuisiner des repas pour une personne sans sentir l'absence de 2 chaises vides, à prendre des décisions qui n'affectaient que moi. Je me suis inscrite à des cours du soir à l'université de Riverside, poursuivant la maîtrise en bibliothéconomie que j'avais abandonnée en épousant Spencer. Il l'avait qualifiée d'inutile à l'époque. Il avait dit que ma licence était suffisante pour un travail à temps partiel en bibliothèque. Laissait entendre que poursuivre mes études était en quelque sorte égoïste alors que nous avions une famille à charge. Il s'est avéré que ce n'était pas du tout inutile. J'ai étudié les systèmes d'archivage numérique, la théorie de la gestion de l'information, les technologies émergentes en bibliothéconomie. Le travail était stimulant d'une manière qui n'avait rien à voir avec la survie émotionnelle et tout à voir avec l'engagement intellectuel. J'avais oublié ce que c'était que d'être mis au défi sur le plan académique, de lutter avec des concepts qui avaient des réponses claires si l'on travaillait assez dur pour les trouver. Ma thèse portait sur les stratégies de préservation numérique pour les petites bibliothèques communautaires, un travail pratique, peu glamour, exactement le genre de travail qui compte pour les gens ordinaires. Lorsqu'elle a été publiée dans le Journal of Library Administration en 3e année, le Dr Walsh a apporté du champagne au bureau. « Tu es trop doué pour rester dans la recherche », m'a-t-elle dit devant des gobelets en plastique de Prosecco bon marché. Je te promeux directrice adjointe. Plus de salaire, plus de responsabilité, plus de visibilité. Tu es prête pour ça. Je l'étais. Il s'est avéré que j'étais doué pour le leadership, pour encadrer de jeunes bibliothécaires,
pour redessiner des systèmes inefficaces, pour plaider en faveur d'augmentation de budget. Mes collègues sollicitaient mes conseils. Ils m'invitaient à dîner, me demandaient mon avis sur leurs projets, semblaient sincèrement apprécier ma compagnie. C'était révolutionnaire d'être apprécié pour mon expertise plutôt que pour ma capacité à disparaître. Elena, ma voisine, m'a présenté à son club de lecture la 2e année. C'est là que j'ai rencontré Joyce, une agente immobilière avec un rire comme du verre brisé et des opinions sur tout, et Michel, une infirmière aux urgences dont l'humour noir sur les insuffisances de son ex-mari me faisait renifler du vin par le nez. Nous avons commencé à nous réunir tous les mois, juste nous 4, nous appelons le Club Phoenix avec une ironie modérée. Des femmes qui étaient revenues des cendres de mariage ratés, marquaient mes plus fortes. Mon ex me disait que j'étais trop bruyante, a dit Joyce un soir, son 3e verre de vin la rendant philosophe. J'ai passé 15 ans à essayer d'être plus silencieuse, plus petite, moins opiniâtre. Vous savez ce que j'ai appris? Quoi? A demandé Michel. Je ne suis pas trop bruyante. Il était trop fragile. Nous avons toutes bu à cela. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux, juste pour me rappeler que j'étais encore une femme, encore intéressante pour d'autres humains. Daniel, un professeur d'histoire, m'a emmené dans des galeries d'art et parlait de la Révolution française comme si c'était des commérages. Nous avons duré 3 mois avant de convenir mutuellement que nous étions meilleurs en tant qu'amis. Marcus, un bibliothécaire de la succursale Satellite, me faisait rire, mais voulait un engagement que je n'étais pas prête à donner. Nous avons mis fin à notre relation amicalement autour d'un café. Je ne cherchais pas une autre relation. J'apprenais d'abord à en avoir une avec moi-même. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu un silence absolu concernant Spencer et Lily. Pas d'appel, pas de mail, pas de harcèlement nocturne sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'ils faisaient. Je les ai bloqués partout, créant un pare-feu numérique entre mon ancienne et ma nouvelle vie. Ce n'était pas de l'évitement, c'était de la stratégie. Mon avocate, Anne Brennan, avait conseillé cette approche dès le début. Elle avait la 50aine, était d'une intelligence redoutable, avec une réputation de démolir la partie adverse tout en maintenant une parfaite courtoisie professionnelle. Elle portait des chaussures pratiques et des tailleurs stricts et avait des yeux qui pouvaient calculer votre valeur financière en quelques secondes. Laisse-le penser qu'il a gagné, m'a-t-elle dit lors de notre première consultation. Laisse-le s'installer confortablement dans ce récit. Les gens à l'aise font des erreurs. Les gens à l'aise deviennent négligents. Alors, j'ai laissé Spencer croire que je m'étais simplement dissoute, que son effacement systématique avait réussi. J'ai payé la pension alimentaire ordonnée par le tribunal chaque mois sans faute. $1 400 que j'aurais pu légalement contester puisque Lily avait presque 18 ans quand je suis parti, mais je l'ai payé quand même, créant ma propre trace écrite de fiabilité, documentant ma stabilité, et j'ai gardé des copies de tout. Des relevés bancaires montrant un revenu stable et des dépenses responsables. Des dossiers d'emploi montrant des promotions et une croissance professionnelle. Des lettres de recommandation de collègues et de voisins. Monter un dossier dont nous n'aurions peut-être jamais besoin mais que nous aurions près si nécessaire. Mes parents me donnaient des nouvelles occasionnelles de Lily. Elle avait choisi une université à 3 heures de chez elle. Assez loin pour l'indépendance. Assez proche pour des visites le week-end. Spécialisation en marketing. Active dans les organisations étudiantes. En couple sérieusement dès sa 2e année. Chaque nouvelle était comme un petit coup de couteau entre mes côtes, mais je gardais le silence. Je ne pouvais pas forcer Lily à voir la vérité. Je pouvais seulement m'assurer que quand, ou si, elle était prête à entendre ma version, je serais toujours là. Son 18e anniversaire est passé sans contact. Je me suis accordé un jour de deuil, j'ai regardé de vieilles photos, j'ai pleuré sur l'épaule d'Elena, j'ai bu trop de vin et je me suis réveillé avec un mal de tête qui ressemblait à une punition. Puis je me suis levé et j'ai continué à avancer. En 3e année, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai réalisé que j'aimais ma vie. Pas que je la tolérais, pas que je la gérais, je l'aimais activement. J'ai voyagé pour des conférences à Chicago, San Francisco, Boston, des villes que j'avais toujours voulu visiter mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps quand j'étais occupé à entretenir un foyer qui ne voulait pas de moi. J'ai visité des musées seul, j'ai mangé dans des restaurants seuls, j'ai découvert que j'appréciais ma propre compagnie. J'ai pris un cours de poterie au centre communautaire, et j'étais nul. Chaque bol que je faisais avait l'air un peu ivre, penché d'un côté. Mais j'adorais la qualité méditative du travail de l'argile, la façon dont on pouvait lisser les imperfections avec des doigts mouillés.
J'ai expérimenté la cuisine, essayant des recettes qui n'avaient qu'à me plaire. J'ai découvert que j'adorais la nourriture thaïlandaise assez épicée pour me faire pleurer, que je préférais les documentaires aux sitcoms, que faire la grasse matinée le dimanche sans culpabilité était un luxe que je n'avais jamais connu. J'ai commencé à tenir un journal, analysant mon mariage avec une clarté croissante. En relisant les entrées de la première à la 3e année, je pouvais suivre ma propre évolution. De la femme brisée remettant en question sa valeur à quelqu'un reconnaissant l'abus systématique de Spencer pour ce qu'il était réellement. Une entrée de la 4e année a attiré mon attention. La cruauté de Spencer m'a sauvé la vie. S'il avait été simplement négligent, ordinairement malheureux, progressivement distant, je serais resté pour toujours à essayer de réparer les choses. Mais son effacement calculé était si extrême, si délibéré, que partir est devenu ma seule option de survie. Il m'a libéré en essayant de me détruire. Quelle ironie! J'ai réalisé quelque chose de profond cette année-là. Mon mariage ne me manquait pas. L'idée de ce que je pensais que mon mariage était censé être me manquait. Le fantasme que j'avais construit dans ma tête et qui n'avait jamais vraiment existé. La réalité avait été 20 ans à me réduire lentement, à me faire plus petite, plus silencieuse et plus pratique jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus rien à réduire. Spencer n'était pas soudainement devenu cruel. Il avait toujours été comme ça. J'avais juste été trop investi dans le fantasme pour le voir clairement. La 5e année est arrivée tranquillement. J'avais 48 ans, ne possédais aucun bien immobilier, avais des économies modestes, un travail que j'aimais, des amis qui voulaient vraiment passer du temps avec moi. Ma vie n'était pas impressionnante selon les normes extérieures. Pas de maison de luxe, pas de titres impressionnants, pas de moments forts dignes d'Instagram, mais elle était à moi. Complètement, authentiquement à moi. Ce mardi soir de fin avril, je réchauffais une soupe à la tomate et hésitais entre le documentaire sur l'océan que j'avais gardé ou des émissions de concours de cuisine sans intérêt quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, probablement du spam sur les garanties automobiles étendues ou les services de nettoyage de conduits. Mais quelque chose l'instinct, la curiosité, le destin m'a fait répondre. Allô? Catherine. La voix de Spencer. Après 5 ans de silence, soudain dans ma cuisine à travers ce petit rectangle de verre et de circuit. Chaque muscle de mon corps s'est raidi. Mon premier instinct a été de raccrocher immédiatement, de bloquer le numéro, de maintenir la séparation soigneuse que j'avais construite. Mais la curiosité a l'emporté sur l'autoprotection. Je suis là, ai-je réussi à dire, ma main agrippant le bord du comptoir. Il semblait différent. Plus vieux, peut-être incertain d'une manière que je n'avais jamais associée à Spencer Whitmore, qui avait toujours su exactement ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Je n'étais pas sûr que ce soit toujours ton numéro. C'est le cas. Je n'ai pas développé. Je ne lui ai pas dit que je l'avais gardé spécifiquement, en espérant que Lily appellerait un jour. Je ne lui ai rien donné. Pause gênante. J'entendais du bruit de fond, des voix, de la musique, du mouvement. Il n'était pas seul. Comment vas-tu? La question était si absurde que j'ai failli rire. 5 ans de destruction systématique, de silence, de me traiter comme si je n'avais jamais existé. Et maintenant il voulait savoir comment j'allais. Bien, ai-je dit sèchement. Pourquoi appelles-tu, Spencer? Il a pris une profonde inspiration. Le genre que les gens prennent avant des annonces difficiles. Catherine. Lily se marie. Les mots ont frappé comme un impact physique. Ma petite fille, plus si petite, 22 ans, se mariant avec quelqu'un que je n'avais jamais rencontré lors d'un mariage auquel je ne serais jamais invité. Vivant une vie dont je ne savais rien. Elle se marie, ai-je répété, parce que mon cerveau avait besoin d'un moment pour traiter l'information. Oui. Avec un jeune homme merveilleux nommé James Morrison. Ils se sont rencontrés à l'université, sont ensemble depuis 2 ans. Le mariage est le mois prochain. Le mois prochain. Elle était fiancée depuis qui sait combien de temps, planifiant ce mariage, choisissant les fleurs, les lieux et les robes, et j'apprenais cela par un appel téléphonique 5 semaines avant la cérémonie. J'espère qu'elle est heureuse. Elle l'est. Catherine, sa voix a changé, devenant plus hésitante. Tu devrais venir au mariage. J'ai failli laisser tomber le téléphone. L'audace était à couper le souffle. 5 ans de silence, de me traiter comme si je n'avais jamais existé, et soudain je devais me présenter au mariage de ma fille comme si de rien n'était.
Tu veux que je sois au mariage? Oui, c'est ta fille. Tu devrais être là. Mais pendant que Spencer parlait, expliquant la date, le lieu, l'heure, j'ai détecté quelque chose dans sa voix que je n'avais pas anticipé. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Il avait peur de quelque chose. Je ne pouvais pas identifier quoi, mais c'était là, en filigrane dans ses mots comme une fissure capillaire dans une porcelaine coûteuse. Tu lui manques, a-t-il dit doucement. J'ai ri cette fois. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Drôle de façon de le montrer. 5 ans, Spencer. Pas un seul appel, SMS ou email. Pas pour mon anniversaire, pas pour les fêtes, rien. Mais maintenant je lui manque. Les gens changent, Catherine. Le temps change les choses. Oui, ai-je convenu. Certainement. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire exactement où il pouvait se mettre son invitation de mariage. J'aurais dû raccrocher et bloquer son numéro et continuer ma vie soigneusement construite sans lui. Au lieu de ça, je me suis entendu dire, je vais y réfléchir. Après qu'il a raccroché, je suis resté dans ma cuisine avec une soupe froide et un téléphone qui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fille allait se marier, et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, je venais d'accepter d'envisager d'y assister. Je suis resté à fixer mon téléphone longtemps après que Spencer a raccroché, l'écran sombre et silencieux, ma soupe oubliée sur le comptoir. Ma fille allait se marier avec un certain James Morrison au Riverside Country Club le mois prochain, et j'avais dit que j'allais y réfléchir. L'absurdité de la situation m'a frappé d'un coup. 5 ans de silence, et soudain je devais me présenter à un mariage comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas été systématiquement effacé de leur vie. Comme si Spencer n'avait pas passé des mois à monter un dossier prouvant que j'étais instable, peu fiable, abandonnant essentiellement ma famille. J'avais besoin de perspective. J'avais besoin de gens qui me diraient la vérité, pas ce que je voulais entendre. J'ai envoyé un SMS au groupe de discussion du Club Phoenix. Réunion d'urgence, chez moi demain soir. Apportez du vin. Elena a répondu en premier. Compris. Tout va bien? Définis-le bien, ai-je tapé en retour. Le lendemain soir, mon petit salon était rempli des femmes qui étaient devenues ma famille choisie. Elena est arrivée avec 2 bouteilles de vin rouge et une inquiétude gravée sur son visage. Joyce a apporté du fromage de qualité et sa franchise habituelle. Michel est arrivé directement après un service de 12 heures, encore en blouse, portant du chocolat. Je leur ai tout raconté, l'appel de Spencer, l'invitation au mariage. Les 5 ans de silence soudainement rompus pour cela. Pourquoi maintenant, a immédiatement demandé Elena, son instinct d'enseignante pour les motivations cachées se manifestant. Pourquoi te contacter après 5 ans de rien? Qu'est-ce qui a changé? Peut-être que Lily a insisté, ai-je offert faiblement. Est-ce que Spencer a dit ça? Joyce versait déjà du vin avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà eu cette conversation. Parce que d'après mon expérience, les gens ne se souviennent pas soudainement de ton existence à moins que tu ne leur sois utile. De quoi ont-ils besoin de toi, Catherine? Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je ne sais pas. Ma présence, ma bénédiction. Ta conformité, a dit doucement Michel. Sa capacité d'infirmière à voir au-delà des symptômes pour trouver les causes profondes la servait bien. Ils veulent que tu te présentes, que tu joues le jeu, que tu t'intègres dans le récit qu'ils ont créé sur ton absence. Pour donner l'impression que tout va bien, comme s'ils étaient les généreux qui te permettent de revenir. Le vin était âpre sur ma langue. Ou peut-être était-ce juste l'amertume de la reconnaissance. Mais voici la vraie question, a poursuivi Michel en se penchant en avant. Qu'est-ce que tu veux, Catherine? Pas ce qui est juste ou équitable ou attendu. Pas ce qu'une bonne mère devrait vouloir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai posé mon verre de vin, essayant d'articuler quelque chose que j'avais évité d'examiner de trop près. Je veux la voir, ai-je admis. Je veux savoir si elle pense parfois à moi, si elle se souvient que je lui préparais son déjeuner avec des petits mots, si elle se demande parfois ce qui s'est vraiment passé il y a 5 ans. Et, a incité Joyce. Et je veux que Spencer me voie. La vérité est sortie plus dure, plus tranchante. Je veux qu'il voie ce qu'il a jeté. Je veux qu'il affronte la femme qu'il a essayé d'effacer, qui s'est reconstruite en quelque chose qu'il ne reconnaît plus et ne contrôle plus. Elena a souri lentement. Maintenant, on avance. Ce n'est pas de la vengeance,
ai-je dit rapidement. Je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit. Ce n'est pas de la vengeance, a convenu Michel. C'est une conclusion. Et honnêtement, c'est la justice. Il a essayé de te détruire. Te présenter entière et épanouie, c'est la meilleure réponse que tu puisses lui donner. Nous avons parlé pendant 3 heures, analysant les scénarios, les motivations, les risques. Quand elles sont parties, j'avais pris ma décision. J'allais au mariage. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Anne Brennan à notre café habituel du centre-ville. Elle est arrivée à l'heure précise, portant sa mallette en cuir et ses talons pratiques habituels. « Tu y vas ?» a-t-elle dit avant que je puisse parler, lisant mon visage avec la précision qui faisait d'elle une avocate si efficace. « J'y vais. » Anne a commandé un café noir, s'est assise en face de moi avec la posture de quelqu'un se préparant à une négociation. Alors, on fait ça stratégiquement. C'est soit un piège, soit une opportunité, peut-être les deux. Elle a sorti un bloc-notes, a commencé à prendre des notes en parlant. Si tu y vas blindé. Traite ça comme une déposition. Ne parle que lorsque c'est nécessaire. Observe tout. Ne leur donne rien. Pas de colère, pas de larmes, pas d'explications qu'ils pourront déformer plus tard. Tu es posé, digne, présente parce que tu choisis de l'être. Je peux faire ça. Pense aussi à amener quelqu'un, un cavalier, un ami. La preuve que tu as tourné la page, que tu as une vie dont ils ne font pas partie. Le stylo d'Anne tapotait contre son bloc-notes. Les hommes comme Spencer ne supportent pas l'idée que tu aies survécu sans eux. Montre-lui que tu n'as pas seulement survécu, tu as prospéré. C'est plus dévastateur que n'importe quelle vengeance que tu pourrais planifier. J'y ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête. Non, c'est quelque chose que je dois faire seul. Amener quelqu'un donnerait l'impression que j'essaie trop de prouver quelque chose. Argument valable. Anne a pris une autre note. Il y a aussi un angle juridique à considérer. Y assister démontre ton intérêt continu pour la vie de Lily, ta stabilité, ta volonté d'être la plus grande personne. Si des problèmes de garde ou financiers refont surface un jour. Lily a 22 ans, il n'y aura pas de problème de garde. Tu serais surprise de ce qui peut survenir dans les modifications de divorce. Mieux vaut avoir documenté que tu as fait l'effort, que tu étais prête à y assister malgré des années d'exclusion. Anne a levé les yeux de ses notes. Je ne dis pas que c'est pour ça que tu devrais y aller, mais ça ne fait pas de mal. Je commençais à voir le mariage différemment, non pas comme un événement personnel qui pourrait apporter une conclusion, mais comme un mouvement stratégique dans un jeu que je n'avais pas réalisé que nous jouions encore. 3 semaines. J'avais 3 semaines pour me préparer. J'ai traité ça comme une préparation à une bataille, car à bien des égards, c'est exactement ce que c'était. La robe a pris 2 jours à trouver. Élégante mais pas extravagante. Sophistiquée mais clairement abordable. Quelque chose qui disait, je vais bien, sans crier, j'essaie de t'impressionner. Bleu marine, coupe simple, appropriée pour un mariage sans chercher à rivaliser avec qui que ce soit. Je me suis fait couper et coiffer les cheveux. Pas de changement radical, juste raffiné. Professionnel. La coiffeuse, une femme bavarde nommée Carmen, m'a demandé si j'allais quelque part de spécial. Au mariage de ma fille, ai-je dit, et les mots sonnaient étranges dans ma bouche. Comme c'est merveilleux. Vous devez être si excité. J'ai souri sans m'engager et j'ai changé de sujet. À la maison, je me suis entraîné devant le miroir. Non pas ce que je porterais ou à quoi je ressemblerais, mais ce que je dirais si j'étais forcé d'engager la conversation. Comment vas-tu? Question simple, implication lourde. Je vais bien, merci. Neutre, ne révèle rien. Où étais-tu? Légèrement accusateur. Je me suis construit une vie. Et toi? Retourner la question. Ne pas expliquer. Pourquoi es-tu parti? Confrontation directe. Je suis parti parce qu'on me traitait comme si je n'existais pas. J'ai choisi d'exister ailleurs. La vérité sans colère. J'ai passé en revue scénario après scénario. Lily me confrontant à la réception. Spencer essayant de jouer la victime devant ses nouveaux beaux-parents. Rencontrer James et sa famille, à qui on avait probablement raconté une version de l'histoire de la mère instable. Rester calme. Maintenir les limites. Refuser d'être entraîné dans le drame. Elena a appelé 3 fois,
offrant de venir en soutien. Tu n'as pas à faire ça seule, Catherine. Je sais, mais je le dois. Pourquoi? Parce que me présenter seul prouve que je n'ai besoin de personne pour valider mon existence. Je suis là parce que je choisis de l'être, pas parce que quelqu'un me tient la main. La veille du mariage, je n'ai pas pu dormir. J'ai préparé ma robe, vérifié le niveau d'essence de ma voiture, m'assurant de connaître l'itinéraire exact pour le Riverside Country Club. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait en 5 ans. J'ai sorti de vieux albums photos de la boîte que j'avais apportée en déménageant. Des photos de Lily bébé, joufflue et souriante. Enfant en bas âge avec de la peinture dans les cheveux après un projet artistique qui a mal tourné. À 7 ans, sans ses dents de devant, tenant un trophée de concours d'orthographe. Je me suis permis de le ressentir. Le deuil des années manquantes. La douleur des souvenirs qui appartiennent à quelqu'un que j'étais. La perte de ne pas avoir vu ma fille devenir adulte. D'avoir été exclu des visites d'université, des présentations de petits amis et des célébrations de fiançailles. J'ai pleuré pendant environ 20 minutes, puis j'ai rangé les photos. Demain ne consistait pas à récupérer le passé. Il s'agissait de l'affronter avec la dignité intacte. Le matin du mariage est arrivé avec un temps printanier parfait. Ensoleillé, chaud, le genre de journée qui donne au mariage des allures de page de magazine. Je me suis réveillé à 6 heures, trop anxieuse pour dormir. J'ai suivi ma routine matinale avec une précision mécanique. Café, toast que je ne pouvais pas goûter. Douche. Application soignée d'un maquillage qui mettait en valeur sans se faire remarquer. La robe bleu marine qui tombait parfaitement. Des bijoux modestes. Des chaussures confortables mais élégantes. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme qui avait survécu à quelque chose qui aurait dû la détruire, qui s'était reconstruite à partir de rien pour devenir quelque chose de solide et de réel. Assez bien. Le trajet jusqu'au Riverside Country Club a duré 40 minutes sur des autoroutes bordées d'arbres en fleurs. La nature fournissant des décorations de mariage gratuites. J'ai utilisé ce temps pour respirer, pour me centrer avec des techniques des cours de yoga que je suivais depuis des années. Je me suis rappelé à chaque respiration, je n'ai besoin de rien de ces gens. Ni pardon, ni réconciliation, ni compréhension. Je suis présente parce que Lily est toujours ma fille. Parce que je refuse d'être effacée de cette étape importante. Parce que se présenter est plus puissant que de se cacher. Le country club est apparu comme quelque chose sorti d'un magazine de luxe. Des colonnes de marbre, des jardins paysagers professionnels, un service de voiturier pour des véhicules de luxe qui coûtait plus que mon salaire annuel. J'ai dépassé le voiturier, trouvant une place de parking normale au bord du terrain où ma berline de 10 ans n'aurait pas l'air si déplacée. Je suis restée assise là pendant 15 minutes, regardant les invités arriver. Des femmes en robe de créateur et des hommes en costume coûteux. Tout le monde ayant l'air d'appartenir à ce monde de country club, de mariage à destination et de fonds fiduciaires. Je n'appartenais pas à cet endroit. Je n'y avais jamais appartenu. Même quand j'étais marié à Spencer. Mais j'avais construit quelque chose de mieux, quelque chose de réel et à moi, et qui ne dépendait de l'approbation de personne d'autre. J'étais ici parce que j'avais choisi d'être présente, visible, indéniable. J'ai vérifié mon reflet une dernière fois dans le rétroviseur, j'ai pris mon petit sac à main et j'ai ouvert la portière de la voiture. Il était temps de leur rappeler ce qu'ils avaient perdu quand ils avaient décidé que je n'avais pas d'importance. L'entrée du country club donnait l'impression de pénétrer dans un univers différent. Un univers où la richesse se murmurait au lieu de se crier. Où tout, des chaussures cirées du portier au parfum subtil de fleurs coûteuses, annonçait que c'était un monde auquel je n'avais jamais vraiment appartenu. J'ai évité le livre d'or, ne voulant pas annoncer ma présence plus que nécessaire, et j'ai suivi le flot d'étrangers bien habillés vers l'espace de la cérémonie. Le lieu s'ouvrait comme une scène de magazine de mariage. Des roses blanches en cascade sur toutes les surfaces, des rubans de soie couleur champagne, assez de bougies pour rendre l'après-midi romantique plutôt qu'excessif. J'ai trouvé une place au dernier rang, assez près pour être témoin, mais assez loin pour m'éclipser si les choses tournaient mal. Autour de moi, les invités discutaient de la manière facile des gens qui se connaissent tous, qui appartiennent tous aux mêmes cercles sociaux, country club, destination de vacances. Je n'ai reconnu personne, pas un seul visage. Il y a 5 ans, j'aurais connu ces gens. Les collègues de Spencer, les voisins, les parents de l'école de Lily. Mais clairement, un tout nouvel écosystème social s'était formé en mon absence.
C'étaient des gens de la vie post-Catherine de Spencer, la riche famille de James, les amis d'université de Lily qui n'avaient jamais rencontré sa mère. La preuve de mon effacement complet était partout où je regardais. Un quatuor à cordes a commencé à jouer quelque chose de classique et d'émouvant que je n'ai pas reconnu. Les invités se sont tus, se sont levés, se sont tournés vers l'entrée arrière. Le cortège a commencé avec les demoiselles d'honneur en robe vert sauge, puis les garçons d'honneur en costume parfaitement taillés, puis les demoiselles de fleurs jetant des pétales avec plus ou moins de coopération. Puis Lily est apparue. Ma respiration s'est douloureusement bloquée dans ma poitrine. Elle était à couper le souffle, pas seulement jolie ou charmante, véritablement stupéfiante d'une manière qui arrêtait momentanément le temps. La robe semblait confectionnée à la main par des anges. Tout en dentelle délicate et en couture précise, coûtant probablement plus que 6 mois de mon salaire. Ses cheveux sombres étaient élégamment relevés, son maquillage parfait, son sourire radieux alors qu'elle tenait le bras de son père. Spencer ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme prospère, distingué, le fier père de la mariée. Son costume était impeccable, sa posture confiante, son expression, le juste mélange de joie et d'émotion douce amère en donnant sa fille. Ils ont commencé à descendre l'allée ensemble, et j'ai senti tout le poids des 5 années manquantes se comprimer en ce seul instant. J'avais manqué tant de choses. Les visites d'université et les présentations de petits amis, l'annonce des fiançailles, le shopping pour la robe et les dégustations de gâteaux, et tous ces moments mère-fille que j'avais imaginé avoir un jour. Ils m'avaient tout pris, ou je l'avais perdu. Selon la version du récit que l'on croyait. Puis les yeux de Lily ont croisé les miens. Le choc sur son visage était extraordinaire. Une pure incrédulité mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à la vision d'un fantôme. Son pas a vacillé, perturbant le rythme soigné du cortège. Sa bouche s'est légèrement ouverte, sa prise sur le bras de Spencer se resserrant. Elle s'est tournée vers Spencer, a murmuré quelque chose d'urgent que je n'ai pas pu entendre de ma distance. La tête de Spencer s'est légèrement tournée, suivant son regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. C'est là que je l'ai vu se produire. Les mains de Spencer se sont mises à trembler. Pas un tremblement subtil, un tremblement visible et incontrôlable qu'il a désespérément essayé de cacher en serrant plus fort le bras de Lily. Son visage est devenu pâle sous son bronzage, son expression composée se fissurant comme une fine porcelaine sous pression. Plusieurs invités au premier rang l'ont remarqué, échangeant des regards inquiets et des questions chuchotées. Spencer a essayé de se ressaisir, prenant une inspiration et reprenant sa marche dans l'allée, mais le tremblement a continué. Il ne s'attendait pas à ce que je vienne vraiment. Il m'avait invité, pensant que je refuserais, lui donnant la supériorité morale de dire « Nous l'avons invitée, mais elle a choisi de ne pas venir ». Ou peut-être que Lily avait insisté, et il avait appelé, supposant que 5 ans de silence signifiaient que j'avais complètement disparu de sa vie. Mais j'étais là, présente, posée, entière, et je regardais son monde soigneusement construit basculer légèrement de son axe. Ils ont atteint l'hôtel où James attendait, beau de cette manière générique des jeunes hommes de bonne famille, avec des yeux gentils et une coupe de cheveux coûteuse. Il regardait Lily comme si elle était précieuse, ce qui comptait pour quelque chose. Spencer a lâché son bras, les mains tremblant toujours alors qu'il retournait à sa place au premier rang. L'officiant a commencé à parler d'amour, d'engagement et de partenariat. Des mots qui auraient dû être beaux mais qui sonnaient creux dans ma bouche après ce que j'avais vécu. J'ai regardé la cérémonie se dérouler. Les vœux, l'échange des alliances, la lecture des Corinthiens sur l'amour patient et bienveillant, et je me sentais étrangement détaché de tout cela. Je ne regardais pas Lily et James. Je regardais Spencer. Il continuait de jeter des coups d'œil vers ma place, son sang-froid s'effritant un peu plus à chaque regard. Son visage était un masque de quelque chose que je commençais lentement à identifier. La peur. Spencer avait peur. Pas de moi spécifiquement. Je ne représentais aucune menace physique, aucun danger juridique, rien de concret. Il avait peur de ce que je représentais. La femme qu'il avait systématiquement effacée, qui aurait dû rester effacée. L'épouse qu'il avait chassée, qui aurait dû rester brisée et invisible. Mais j'étais là, assise au dernier rang du mariage de sa fille, portant une jolie robe et une expression calme, m'étant reconstruite en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus et ne contrôlait plus. Ma simple présence était une menace pour le récit qu'il avait passé 5 ans à construire. Et à ce moment-là, en regardant la façade de Spencer se fissurer sous le poids de la confrontation avec ce qu'il avait détruit, j'ai compris quelque chose de profond. J'avais passé 5 ans à penser que partir faisait de moi une faible.
pensant que j'avais échoué en tant qu'épouse et mère en choisissant de partir plutôt que de subir. Mais j'avais eu tort. Le vrai pouvoir n'était pas de rester et d'endurer une cruauté systématique, d'essayer de réparer quelque chose qui était délibérément cassé. Le vrai pouvoir était de partir, de devenir si complètement entière sans eux que votre simple présence devenait le témoignage de leur échec. Spencer avait essayé de m'effacer et je l'avais laissé penser qu'il avait réussi. Puis je m'étais si bien reconstruite que lorsqu'il m'a finalement revue, il n'a pas reconnu la femme qui se tenait devant lui. C'était ça, le pouvoir. Un pouvoir silencieux, indéniable. La cérémonie s'est terminée par le baiser traditionnel et l'annonce de l'officiant, « Je vous présente M et Madame James Morrison ». Les invités ont applaudi. Le quatuor à cordes s'est lancé dans quelque chose de joyeux. Lily et James sont redescendus l'allée ensemble, jeunes mariés rayonnant de bonheur, de jeunesse et de la confiance des gens qui n'ont jamais été systématiquement détruits. En passant devant mon rang, les yeux de Lily ont de nouveau croisé les miens. Cette fois, l'expression était différente. La confusion mêlée à quelque chose qui aurait pu être de la honte, ou peut-être de la colère, ou peut-être juste l'émotion compliquée de voir sa mère pour la première fois en 5 ans à son mariage. J'ai hoché la tête une fois, un simple geste qui englobait tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Je te vois. Je suis venu. J'étais là pour ton mariage. Je suis toujours ta mère, même si tu l'as oublié. Puis ils m'ont dépassé, entouré d'invités offrant leurs félicitations et prenant des photos. Alors que les gens commençaient à se diriger vers la salle de réception, suivant les panneaux indiquant les cocktails et le dîner, je me suis levé et j'ai tranquillement marché dans la direction opposée, vers la sortie. J'étais venu pour la cérémonie. C'était l'engagement que je m'étais fait. Je n'avais aucun intérêt pour la réception, pour faire la conversation avec des étrangers qui croyaient à l'histoire que Spencer avait racontée sur la mère instable qui avait abandonné sa famille. Je n'avais aucun intérêt à prétendre que j'appartenais à ce monde de country club, de mariages coûteux et de gens qui m'avaient regardé être effacés sans poser de questions. J'avais fait ce pourquoi j'étais venu. J'avais été présente, visible, indéniable. C'était suffisant. J'ai poussé les lourdes portes pour sortir dans le soleil d'un après-midi de printemps. La chaleur frappant mon visage comme une bénédiction. En traversant le parking vers ma voiture, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La légèreté. Le poids que je portais depuis 5 ans, la honte, les questions, le doute d'avoir échoué a commencé à se dissiper comme un brouillard brûlé par le soleil. Je n'avais pas échoué. J'avais survécu à quelque chose conçu pour me détruire. Je m'étais choisi quand personne d'autre ne le ferait. Et il n'y avait aucune honte à cela. Je déverrouillais ma voiture quand j'ai entendu des pas courir sur le bitume. « Catherine, attends !» La voix de Spencer, haletante et urgente. Je me suis retourné lentement, délibérément, le trouvant arrêté à environ 3 mètres. Son calme d'invité au mariage était complètement brisé, le visage pâle, la cravate légèrement de travers, les mains tremblant toujours le long de son corps. « Tu es venu ?» a-t-il dit, comme si énoncer l'évidence pouvait donner un sens à la situation. « Tu m'as invité ?» ai-je répondu calmement. Nous sommes restés là, sur le parking, 2 personnes qui s'étaient autrefois promis l'éternité. Maintenant des étrangers avec 20 ans d'histoire compliquée tendue entre nous comme un champ de mines. « Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment », a admis Spencer, sa voix se brisant légèrement. « Après tout ce que tu m'as fait, tu veux dire ?» J'ai gardé un ton neutre, pas de colère, juste factuel. Il a tressailli comme si je l'avais frappé physiquement. « Après que tu m'as systématiquement effacé de ma propre vie, » ai-je continué, chaque mot mesuré et clair. « Après que tu as empoisonné ma relation avec ma fille, après que tu as volé de l'argent et détruit ma réputation avec des mensonges soigneusement construits à son école, à mon employeur, à quiconque voulait bien écouter. » « De quel tout parlons-nous, Spencer ?» Son visage est devenu encore plus pâle. « Catherine, ce n'était pas censé. Les choses ont juste dérapé. » J'ai failli rire. « Non, les choses n'ont pas dérapé. Tu as tout planifié. La campagne d'ignorance, les transferts financiers, les emails me dépeignant comme instable. Ce n'était pas de la cruauté spontanée ou un mariage qui s'effondrait. C'était de la destruction calculée. » L'expression de Spencer a changé. Le choc que je sache. Puis quelque chose qui ressemblait presque à de la honte, rapidement enfoui sous la défensive. « Catherine, J'ai levé une main, l'arrêtant.
Je n'ai pas besoin de ton explication. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Je suis venu aujourd'hui parce que Lily est toujours ma fille et que j'ai refusé d'être effacé de ces moments importants. Mais je n'appartiens plus à ton monde. J'ai sorti mes clés de voiture de mon sac, me sentant plus stable que je ne l'avais été depuis des années. Et honnêtement, j'ai croisé son regard directement, je te suis reconnaissante. Tu m'as montré exactement ce que je valais pour toi. Et ça m'a fait réaliser que je valais tellement plus pour moi-même. J'ai déverrouillé ma portière, laissant Spencer planté là avec les mots qu'il avait prévu de dire mourant sur ses lèvres. En partant, je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis éloigné du Riverside Country Club avec des mains stables et une vision claire, laissant Spencer seul sur ce parking avec les mots qu'il n'avait pas prononcés. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Le trajet de 40 minutes pour rentrer m'a fait passer par les mêmes arbres en fleurs que j'avais croisés ce matin, mais tout semblait différent maintenant, plus léger en quelque sorte. Le soleil de fin d'après-midi peignait l'autoroute en or, et j'ai conduit les fenêtres baissées, laissant l'air printanier traverser la voiture. Je n'analysais pas ce qui s'était passé avec douleur ou regret. C'était plus comme une curiosité anthropologique, examinant les artefacts d'une vie que j'avais vécue, essayant de comprendre comment j'avais pu croire que cette version de la réalité était acceptable. J'avais aimé Spencer autrefois, construit une vie avec lui, cru que notre partenariat comptait, que nous étions une équipe affrontant le monde ensemble. Maintenant, il était essentiellement un étranger dont la cruauté systématique m'avait accidentellement libéré. S'il avait été simplement négligent, ordinairement malheureux, j'aurais peut-être passé ma vie à essayer de réparer quelque chose conçu pour rester cassé. Mais son effacement calculé avait été si extrême que partir était devenu ma seule option de survie. Donc, d'une manière tordue, je lui devais de la gratitude. En conduisant, j'ai pensé à Lily. Ma fille, qui était maintenant la femme de quelqu'un d'autre, vivant une vie dont je ne savais rien. Une partie de moi espérait qu'elle finirait par comprendre ce qui s'était réellement passé il y a 5 ans, qu'elle poserait des questions auxquelles Spencer ne pourrait pas répondre confortablement, qu'elle voudrait la vérité. Mais j'ai abandonné le besoin d'une réconciliation immédiate. J'avais appris quelque chose de crucial au cours de ces 5 années de silence. On ne peut pas forcer les gens à voir ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. On peut seulement vivre sa vérité si complètement que lorsqu'ils sont enfin prêts, la porte reste ouverte. Si ce jour venait, je serais là. Sinon, je survivrais à ça aussi. À Riverside Meadows, le coucher du soleil colorait mon appartement de rouge et d'or. J'ai garé ma berline à ma place habituelle, monté les escaliers que je prenais tous les jours et déverrouillé la porte de mon petit espace parfait. La première chose que j'ai faite a été de me changer pour des vêtements doux, un pantalon de yoga et un vieux sweatshirt de l'université. Le genre d'uniforme de confort qui aurait été impensable dans mon ancienne vie, où je devais toujours être présentable au cas où Spencer ou Lily auraient besoin de quelque chose. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise à mon restaurant local préféré, celui où il connaissait ma commande habituelle et incluait toujours des rouleaux de printemps supplémentaires. Puis je me suis installé sur mon canapé d'occasion, j'ai lancé le documentaire sur l'océan que j'avais gardé, et j'ai laissé la narration apaisante de David Attenborough me submerger. Mon téléphone a vibré à mi-chemin d'un segment sur les baleines bleues. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. Le message était court. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Pas de salutation, pas de signature, mais j'ai su immédiatement que c'était Lily. J'ai fixé ces 4 mots, lisant l'accusation sous-jacente. Pas, merci d'être venu. Pas, je suis désolé que nous n'ayons pas parlé. Pas, pouvons-nous parler? Juste, pourquoi es-tu venu aujourd'hui, comme si ma présence avait été une intrusion, une perturbation du récit soigneusement construit où je n'existais tout simplement plus. Elle était en colère que je me sois présenté, en colère que j'ai rappelé à tout le monde son nouveau mari, sa famille, tous ses invités qu'elle avait une mère qui avait été exclue de sa vie. J'ai tapé plusieurs réponses et les ai toutes effacées. Je suis venu parce que je voulais te voir, faire partie de ta journée, même de loin. Trop nécessiteux. Je suis venu parce que ton père m'a invité et que je n'allais pas le laisser contrôler si je me présentais au mariage de ma propre fille. Trop conflictuel. Je suis venu parce que malgré tout, tu es toujours ma fille et je t'aime toujours. Vrai, mais incomplet. Finalement, j'ai opté pour la simplicité, parce que tu es toujours ma fille. Même si tu l'as oublié, je suis toujours ta mère. Quand tu seras prête à parler honnêtement, sans que ton père ne te coache, je serai là. J'ai hésité, puis j'ai ajouté, je t'aime,
Lily. Toujours. Rien de ce que tu as fait ou n'as pas fait ne change ça. J'ai envoyé le message avant de pouvoir douter de moi-même, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Quoi que Lily fasse de cette information, c'était son choix. J'avais dit ce qui devait être dit. Le reste dépendait d'elle. J'ai mangé ma nourriture thaïlandaise lentement, savourant les saveurs familières tandis que des baleines bleues glissaient sur mon écran de télévision dans leurs migrations ancestrales. Et quelque part dans cette soirée tranquille, en regardant des créatures qui avaient survécu à des millions d'années de changements et de défis, j'ai eu une prise de conscience inattendue. J'avais eu ma revanche. Pas la vengeance que j'avais fantasmée pendant ces premiers mois chez mes parents, où j'avais imaginé des confrontations dramatiques où Spencer s'excusait, Lily reconnaissait la vérité et tout le monde admettait à quel point j'avais été maltraité. La vraie vengeance s'est avérée bien plus subtile, bien plus puissante. Elle était dans les mains tremblantes de Spencer quand il a vu la femme qu'il avait essayé d'effacer, maintenant posée et entière. Elle était dans ma capacité à quitter cette réception sans avoir besoin de rien d'eux. Pas d'explication, pas de conclusion, pas de validation. Elle était dans le fait de construire une vie si complète que leur approbation ou leur compréhension devenait facultative plutôt qu'essentielle. La meilleure vengeance n'était pas la destruction, n'était pas la confrontation, n'était pas de les faire souffrir comme ils m'avaient fait souffrir. La meilleure vengeance était de devenir si entièrement entière sans eux que leur regret devenait un bruit de fond que je n'avais pas besoin d'entendre. Il y a 5 ans, je pensais avoir tout perdu en partant, mon mariage, ma fille, ma maison, mon identité d'épouse et de mère. Mais je n'avais rien perdu. Je m'en étais débarrassé, comme un serpent qui mue d'une peau qui ne lui va plus, qui restreint sa croissance, qui étouffe lentement la créature en dessous. Et ce que j'avais gagné était infiniment plus précieux. Moi-même. Pas la version diminuée que Spencer et Lily avaient créée, la femme qui se faisait petite, silencieuse et pratique. Pas la Catherine de marque générique qui remplissait des rôles sans avoir de substance. La vraie Catherine, celle qui avait ri d'un café renversé lors d'une conférence, qui avait inventé des slogans marketing ridicules, qui avait cru qu'elle méritait d'exister pleinement, bruyamment, complètement. Elle avait été là tout le temps, juste enterrée sous 20 ans de diminution systématique. J'ai fini mon dîner, nettoyé les contenants et me suis préparé pour le lit avec la routine calme qui était devenue mon encre au cours de ces 5 ans. Demain, c'était lundi. Réunion d'équipe à la bibliothèque le matin. Nous discutions de l'expansion du programme de lecture d'été. Club de lecture mercredi soir, nous lisions un polar se déroulant en Islande que Joyce avait recommandé. Cours de yoga jeudi après le travail avec Elena. Projet de randonnée le week-end avec le club Phoenix. Explorer un nouveau réseau de sentiers à 2 heures au nord. Ma vie n'était pas dramatique. Elle n'était pas luxueuse. Elle ne ferait pas de publications impressionnantes sur les réseaux sociaux, mais elle était à moi. Sincèrement, authentiquement à moi. J'avais appris à dormir seul sans solitude, m'étalant dans mon lit sans me demander quand Spencer viendrait se coucher ou s'il reconnaîtrait mon existence. Je mangeais les repas que je choisissais sans négocier de préférence ou de restrictions alimentaires. Je prenais des décisions concernant mon emploi du temps, mes finances, mes amitiés qui n'affectaient que moi. J'ai découvert des intérêts que j'avais oubliés pendant mon mariage. La biologie marine me fascinait maintenant. J'avais suivi un cours en ligne sur les écosystèmes océaniques. La poterie restait un passe-temps malgré mon manque total de talent. Je préférais les films indépendants aux blockbusters. Les samedis matins au marché de producteurs ressemblaient à une célébration hebdomadaire. J'avais des amis qui appréciaient mon opinion. Des collègues qui respectaient mon expertise. Des voisins qui souriaient quand je passais et me demandaient comment j'allais parce qu'ils voulaient vraiment le savoir. Plus important encore, je m'étais retrouvé. Pas l'épouse que Spencer avait modelée. Pas la mère que Lily avait tenue pour acquise. Juste Catherine. Pleine, compliquée, intéressante, imparfaite, réelle. En éteignant la lumière de ma chambre, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Pas la paix de la résolution où tout est bien ficelé et pardonné. Pas la paix de la réconciliation où les relations brisées sont réparées. La paix de savoir que j'avais survécu à quelque chose conçu pour me détruire. La paix de m'être éloigné de gens qui me traitaient comme un bruit de fond et d'avoir construit une vie où ma voix comptait. La paix d'avoir été systématiquement effacée et d'avoir choisi de me redessiner, plus forte et plus claire qu'avant. Les mains de Spencer avaient tremblé aujourd'hui quand il m'avait vu. C'était son fardeau à porter. Le poids de reconnaître ce qu'il avait détruit, ce qu'il avait perdu,
ce qu'il avait jeté dans sa campagne calculée pour m'effacer. Mais ce n'était plus mon fardeau. J'étais parti il y a 5 ans d'une maison où j'étais un fantôme. Ce soir, je marchais vers demain, vers mon travail, mes amis, mon petit appartement et ma vie calme et authentique. Et c'était un pouvoir suffisant. La meilleure vengeance n'était pas la destruction. C'était la liberté. Et j'étais enfin complètement libre. Si cette histoire de force tranquille et de départ vous a captivé, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Catherine s'est assise calmement au dernier rang tandis que les mains de Spencer commençaient à trembler, réalisant qu'elle avait survécu à tout ce qu'il avait essayé de détruire. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.